Hello les légendes, bienvenue pour le 171e épisode du podcast pendant lequel on va revenir avec Antoine Beneteau sur le livre 1983 qui retrace le sacre de Yannick Noah à Roland-Garros par le prisme de ses amis et de l'ambiance de l'époque. Foncez, vous allez voyager et vous régaler. Bonne écoute à tous. Hello à tous, je suis Max Zamora, créateur du podcast Tennis Légende et aujourd'hui je suis ravi de recevoir Antoine Beneteau qui a écrit avec monsieur Yannick Noah ce bouquin 1983 il y a bientôt un an déjà parce que je suis à l'heure. Et Antoine, comment ça va? Ça va bien et merci de m'inviter, Max. Ça va super. Avec grand plaisir. Tu m'as gentiment fait parvenir ce livre pendant Roland-Garros 2023. Et je me suis régalé, je l'ai dévoré. Je me suis dit, c'est incroyable, t'es le témoin privilégié de plein d'anecdotes, d'une tranche de vie fabuleuse. T'as rencontré l'entourage de Yannick, t'as dû te plonger corps et âme dedans. Et je me disais que ce serait cool que tu nous racontes un peu l'envers du décor. Comment ça a démarré ce projet? Ça a démarré mon envie, une idée de faire quelque chose autour des 40 ans de la victoire d'Yannick à Roland, c'est pas révolutionnaire comme idée. Mais en revanche, j'avais envie de le faire par le livre et de deux, de restituer vraiment cette époque-là et j'ai envie de dire tout ce qui va avec, c'est-à-dire une certaine ambiance, une façon de parler, tout ce qui fait que, en gros, quand j'ai rencontré Yannick et ses amis, quand ils en parlent des anecdotes que l'on raconte dans le livre, où je me disais, ok, d'accord, c'était quand même une époque particulière. Donc, voilà comment c'est né. Et puis après, on discute, on propose. Et puis en plus, dès que j'ai proposé le projet chez Flammarion, ils m'ont dit tout de suite banco, donc c'était cool. Incroyable. T'avais déjà sorti un livre avec Aide-moi, Avec Laurent Binet, Laurent c'était Binet. chez Plon dans la collection des dictionnaires amoureux, c'était le dictionnaire amoureux du tennis, Ouais. où là, on revenait sur le dictionnaire amoureux, c'est donc de façon amoureuse, c'est-à-dire de façon très subjective. Sur voilà, des anecdotes, des portraits. Voilà, on revient un peu sur tout ce qui fait notre amour pour le tennis. Laurent Binet, qui est un grand romancier, je vous conseille les romans. Et puis moi qui parlais voilà, qui apportait un peu plus la caution tennistique. Donc, Yes. il y a un beau double. Ok. Pour les gens qui te connaissent pas encore, tu as été joueur pro de tennis, tu es le frère de Julien, qui a une magnifique Ouais. carrière, qui est aujourd'hui capitaine de la Billie Jean King Cup, pour ne pas dire Fed Cup. Et tu m'as inspiré sur le podcast, sur la création du podcast, parce que tu avais démarré, tu avais ouvert la voie avec Échange. Et, euh, et aujourd'hui, tu vagues à d'autres projets, mais ce projet de livre, du coup, deuxième bouquin de ta jeune carrière, c'est quand même beau. T'as quel âge, toi, t'es de quelle année? Je suis 86, donc je vais avoir 38 ans là, enfin là, dans pas long, dans beaucoup de temps, le 30 juin. C'est beau, ça. Ouais, 38 ans et ouais, non, j'adore ça, créer, écrire, raconter des histoires. J'ai commencé par le tennis. J'ai fait, oui, effectivement, de livres. J'ai commencé par le podcast, par échange. C'était génial. Et puis maintenant, c'est vrai que j'ai réalisé un documentaire pour Prime Video l'an dernier sur la rivalité Nadal-Djokovic. Là, je travaille sur deux autres documentaires, un autour des Jeux Olympiques de Paris 2024 et un autre autour de la sneakers, la basket. Donc voilà, on ouvre les horizons. J'ai une boîte Bon, de production. Et puis voilà, et je suis toujours le tennis de façon assidue. Je vais toujours en parler de temps en temps, voilà, à Roland-Garros. Voilà. énorme. Est-ce que tu peux nous contextualiser, du coup, comme, entre guillemets, tu es dans ce milieu depuis toujours, forcément, pour contacter et convaincre un gars comme Yannick, c'est plus facile. À quand date votre première rencontre, vos premiers échanges? Et je crois qu'il y a eu un intermédiaire qui a convaincu quand même Yannick de partir sur ce projet de livre. Comment tout ça s'est fait déjà? Si tu peux nous faire la chronologie depuis quand tu le connais, la confiance qui est entre vous, quoi.
Je le raconte l'avant-propos. La première rencontre, la première vraie rencontre avec Yannick, déjà c'est à travers des amis qu'on a en commun, et je crois que tu les as interviewés dans Tennis Légende, donc Julien Cassaigne, Nicolas Renavant, voilà, sont des amis, et qui eux sont des enfants d'un club de tennis qui est à Paris, la Gardère Paris Racing, anciennement Racing Club de France, et donc Yannick étant un joueur et un membre historique du Racing Club de France, c'est comme ça que eux le connaissent. Et moi, c'est comme ça, que j'ai rencontré Yannick. J'étais sur la fin de ma carrière. Je jouais un CNGT à Strasbourg. Ouais, c'est ça. Et en fait, il s'avère que mon meilleur ami, Nicolas Renavant, en fait, tous les ans, à une époque, Yannick organisait avec sa bande de potes très proches une semaine sur une péniche que lui-même conduisait. Et en fait, il prévoyait, donc c'était dans des endroits différents chaque année de France ou même d'Europe. Et cette année-là, ils étaient sur le Rhin et dans la partie de l'Est de la France, Strasbourg et tout ça. Et j'arrive pour jouer mon premier tour le vendredi. Je jouais en fin d'après-midi, puis je savais que mon pote était dans le coin, je l'appelle et je dis, bah voilà, je joue ce soir. Et là, il me dit, bah écoute, tu vas perdre. Et je dis, mais pourquoi? Il fait, bah parce que ce soir, on est à Strasbourg et donc tu vas nous rejoindre après le dîner. Et puis voilà. Et en fait, c'est ce qui s'est passé, c'est que voilà, encore une fois, j'étais sur la fin de ma carrière, donc voilà, le match, je m'en foutais un petit peu. T'es un peu lourdé là, clairement. J'ai pas lourdé, mais je me suis pas battu à fond, on va dire. Et non, surtout, et puis surtout, voilà, j'avais envie c'était une période où le tennis, j'en avais un peu marre. Et j'étais content de partager ce moment-là avec eux. Et donc, je les ai rejoints dans une taverne strasbourgeoise à la fin du dîner. Et on est parti dans la nuit strasbourgeoise, tous ensemble, on était une douzaine. Et c'est comme ça que voilà, j'ai rencontré Yannick. Je raconte cette anecdote où on est entre le restaurant et puis un bar où on avait rencontré le patron au resto. Je suis derrière Yannick dans la voiture. On est sur un pont et on croise à travers la fenêtre, il y a une jolie femme qui marche. On regarde tous les deux et en fait, on n'avait pas vu que son mec était devant sur le trottoir. Et il voit deux mecs qui regardent sa femme à travers la vitre. Il commence à nous insulter. Et là, Yannick baisse la fenêtre et il fait, bah quoi, on trouve ta meuf super jolie. C'est normal qu'on la regarde. Et là, le mec dit, oh putain, Yannick Noah. Et donc voilà, la nuit a commencé comme ça. Et en fait, j'ai vu un gars, bien sûr, les gens le reconnaissent, et un mec qui était au milieu d'un bar et qui n'a pas dit non une fois, une photo, à un mot, à un truc. Donc ça, c'était assez cool. Et puis, bon, la nuit se finit au tout petit matin. Voilà ma première rencontre avec Yannick. Et puis, effectivement, après, c'est une chose de le connaître dans la vie privée ou tout ça. Mais après, de s'engager sur un projet où on raconte quelque chose qui est bah voilà, super précieux pour lui, qui est son titre à Roland, bien sûr. Bah oui, il fallait que je suis passé par un intermédiaire, un ami éditeur qu'on a en commun, qui s'appelle François Verdoux et qui est aussi un ami de Yannick. Et en fait, c'était important pour moi qu'il y ait cette caution pour que Yannick me fasse confiance et sache que voilà, on n'allait pas faire n'importe quoi. Et quand tu passes cette soirée, cette première soirée, tu le regardes un peu avec des yeux de quand même, même si tu appartiens à ce milieu-là, est-ce que tu as un peu des yeux d'un petit enfant qui regarde une star ou d'emblée, vous buvez des coups, vous fumez des clopes et du coup, il n'y a plus de barrière, quoi. D'emblée, lui et ses potes mettent à l'aise tout de suite et font que voilà, on passe une soirée ensemble. Et en fait, c'est un peu ce côté, ce qui nous lie avec le tennis. C'est quand on a une même passion, quand on fait du sport ensemble, voilà, je trouve que c'est la force du sport, du tennis, c'est que ça fait tomber ces barrières-là et que quelque part, alors, bien sûr, hein, il y en a pas, c'est loin d'avoir les mêmes carrières et tout ça, mais quelque part, ça marque déjà au fer rouge de dire, OK.
on a ça en commun. Et puis les amis en commun font que très vite, on passe le côté, je suis avec une star et tout ça, qu'il est hein, d'ailleurs. Mais ce qui est intéressant à voir, et je pense que les gens qui ont passé des moments avec Yannick, puisqu'il y en a pas mal dans le tennis maintenant, ont vécu il y a une petite magie Noah quand même sur les moments, c'est qu'il y a cette urgence du moment présent. Ce que Villander me raconte pour le livre aussi, c'est ce qu'il a senti tout de suite, c'est il y a un truc différent qui se passe, voilà. Et ça, c'est vrai que ce soit une star ou non, Yannick crée ça dans un moment. Voilà. Et, euh, et une soirée en boîte avec Yannick versus une soirée en boîte avec Monsieur Tout-le-Monde, ça raconte quoi? Est-ce qu'il y a un peu de magie, comme tu dis? Ouais, Du moment présent, il se passe des trucs de ouf? il se passe des trucs de ouf, enfin, ça danse, il va au milieu de tout le monde, il danse avec tout le monde. S'il y a un micro, il va prendre le micro, il va chanter, il va faire des reprises. Enfin voilà, ouais, c'est ça. Mais et puis ça, enfin, il y a une bonne ambiance et on a fermé, donc on est allé sur une péniche qui était à quai à Strasbourg. Je crois que ça s'appelle le Barco Latino, ça s'appelait le Barco Latino. Et voilà, on a fermé la péniche et on a embarqué tout le monde, le patron, les serveuses qui restaient et tout, et on a fait after sur la péniche que Yannick avait, et où là, on était à 6 7 8 heures du matin, le soleil se levait sur une rivière perdue en Alsace, et on se baignait, on chantait, on mettait de la musique et tout, et ça, voilà, ça c'était la première rencontre. Ouais. Ça, Ouais, c'était c'est cool. exceptionnel. Est-ce qu'il y a eu deux, trois autres moments clés comme ça qui ont un peu enclenché une amitié Pas, et tu vois, créer de la confiance sur la durée, quoi? Yannick, tu vois, ça a été, tu parlais d'échange du podcast, ça a été mon deuxième invité. Ma première invitée a été Marion Bartoli et mon deuxième invité, ça a été Yannick. Et c'est vrai que le moment qu'on a passé pendant l'enregistrement, on a passé 1 heure et demie dans un studio dans Paris où je travaille, ça s'appelle le studio Laude, où je travaille le son avec eux. Et on était là dans ce sous-sol. Et c'est vrai qu'on a eu le moment de vivre un moment un peu suspendu où il a parlé de sport, il a parlé voilà, de sa vision de la vie. C'était donc ça aussi, ça a créé des liens. Il y a le fait d'avoir, encore une fois, des très bons amis en commun. Lui, des jeunes qu'il a pris un peu sous son aile et moi, à Nico Renavant, qui est mon meilleur ami, Julien Cassaigne, qui est aussi un très bon ami. On a. Nico, juste pour du contexte, Nico qui a été joueur, qui est coach aujourd'hui de Pierre Ouais. Hugerbert, et Julien Cassaigne, agent slash entraîneur de Richard Gasquet. Ouais. Voilà, on a aussi Richard en commun, qui on s'entend très bien. Enfin voilà, bah, quand il y a des amitiés fortes en commun, c'est vrai que euh, voilà, ça marche assez vite. Et puis il y a celui qui a fait aussi l'entre-deux, François Verdoux, qui est plutôt de la génération d'Yannick. Et moi, je suis ami, il se trouve que je suis ami avec lui, donc voilà, j'ai des amis souvent plus vieux, je suis un peu une vieille âme, moi. Mais donc voilà, tout ça pour dire que ça a été voilà, ouais, assez naturel, franchement. Et t'as senti auprès de Flammarion, même si tu connais le gars de chez Flammarion et un pote à toi, t'as senti que Yannick, c'était, voilà, c'est un tampon, ça marche, ça fait vendre. Tu viens avec un projet autour de Yannick, boum, t'embarques une maison d'édition. Parce qu'aujourd'hui, pour sortir un livre, faut quand même s'accrocher, quoi. Oui, bien sûr, il fallait, en fait, il y avait comment, le package était un peu, était bien fait, c'est-à-dire que pour les 40 ans du titre de Roland Garros, du titre de Yannick Noah à Roland Garros, voilà, de revenir sur cette année-là, bah, il y avait du sens. J'avais accès aussi à tous ses proches. C'est-à-dire qu'au-delà de, bien sûr qu'il y avait le titre et l'étiquette et tout ça, il y avait aussi le projet, comment je l'avais pensé, c'est-à-dire, bien sûr, d'avoir le témoignage de Yannick, mais aussi d'avoir le témoignage de tous les gens qui étaient autour de lui cette année-là, pendant la finale, dans son cercle très proche.
donc ses trois meilleurs amis, donc son entraîneur de l'époque, donc son adversaire en finale. Enfin voilà, j'ai réussi à réunir tout ça. Je me suis énormément documenté, j'ai eu beaucoup de presse, j'ai rencontré des gens, des spectateurs lambda qui étaient dans le stade ce jour-là, un ramasseur de balles, voilà, j'ai contacté les commentateurs, enfin, j'ai essayé de me plonger là-dedans. Et puis surtout, je me suis plongé dans des années qui sont exceptionnelles, c'est-à-dire fin des années 70, début des années 80, des années un peu mythiques, où voilà, c'est un Paris qui fait la fête. Je dis pas que Paris fait plus la fête maintenant, mais il y a une certaine époque et il y a une certaine. J'avais certains fantasmes autour de cette année-là, au travers de ces années-là, au travers des anecdotes que je pouvais entendre, donc je voulais vraiment me plonger dedans. Et ces fantasmes se sont avérés. Ah, ça devait être Euh, cool, ouais. Ça devait être cool, ouais, parce que parfois on a des fantasmes et la réalité est très différente. Là, non, tu t'es dit, putain, j'aurais bien passé une tête, quoi. Ah ouais, j'aurais bien passé une tête à cette époque-là. Déjà, j'aurais bien passé une tête à cette époque-là. Je suis pas dire c'était mieux avant, mais être joueur de tennis connu à cette époque-là, comme une espèce comme on voyait moins de choses, moins de réseaux sociaux, moins de choses. Alors, bien sûr, aujourd'hui, ce sont également des stars exceptionnelles, mais il y avait un peu plus de fantasmes justement à l'époque. Et donc, du coup, c'est vrai que les mecs, ils débarquaient, ben voilà, on connaît tous ces photos. Ils arrivaient à Roland, à bord qui arrive en petite chemisette avec des raquettes en bois sous le bras. Ils avaient des looks assez dingues. Yannick qui pouvait jouer avec des t-shirts, je sais pas, de rock and roll sur le central à Roland, à l'entraînement. Enfin voilà, ça se retrouvait parfois le soir dans Paris pour dîner. Ça, tu vois, il y avait des choses comme ça. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est plus possible. Donc voilà, c'est comme ça. Mais c'est vrai que ça devait être cool, ouais. Il y a eu un coup de fil qui a scellé le lancement du projet avec Yannick, où il t'a dit, allez, go, on y va. C'était quoi Non, le Yannick, démarrage? il a pas besoin du coup de fil. Il dit, alors voilà, c'est que parfois il est dur à avoir, mais c'est comme ça. Je le savais avant le début du projet et voilà. Et en revanche, quand il dit go, c'est go quoi. Donc c'était cool et c'est passé via message, voilà. Et puis après, il s'avère que on s'est contacté, voilà, pour se voir, pour parler du livre et tout ça. Et franchement, non, ça s'est très bien passé. Et puis surtout, moi j'ai fait enfin le gros du travail, c'était aussi de récolter le le témoignage des gens qui étaient là, quoi, de ses meilleurs potes. C'était cool. Et avant d'embrayer sur eux, ça s'est passé comment avec Yannick? Vous êtes vu 3, 4, 5, 10 fois, téléphone, c'était On quoi le s'est processus? on s'est vu trois, quatre fois. On s'est vu parfois de façon, j'allais dire, informelle, c'est-à-dire où j'enregistre pas, mais moi je prenais des notes et après j'écrivais. Et puis il y a eu des fois où j'ai vraiment enregistré, j'ai posé le dictaphone et j'ai enregistré et voilà. Donc oui, c'est ça, c'est trois, quatre fois et voilà qui sont distillés ici ou là dans le livre pour agrémenter ce que me disaient les autres, quoi. Chez toi, dans des bars, c'était quoi l'ambiance? Moi, il y a eu, oui, chez moi, il y a eu, on s'est vu, on a fait un long déjeuner au Racing Club de France, au Lagardère Paris Racing, pardon, où là, il y a eu le gros de faits. Il y a eu deux dîners, voilà, où on a beaucoup parlé. Là, c'était un peu plus libre et tout, donc, où il y avait des choses, je savais qu'elles n'allaient pas forcément être dans le livre, mais qui allaient venir un peu agrémenter ça. Et voilà un peu comment ça s'est fait. Et puis un peu par téléphone aussi. Il y a des moments où il te racontait et tu disais non, c'est pas vrai, putain. Il y a des moments où t'as halluciné ou pas? Ouais, il y a des moments, il y a des moments où j'ai réussi. Il y a des moments où il y a un moment, enfin, il y a une chose qu'on ne sait pas trop, qu'il raconte. Enfin, moi, pour avoir regardé beaucoup de choses sur cette période, sur les interviews qu'il a données, sur tout ça, et qui me raconte et qui est dans le livre, c'est que il y a un moment où il dit qu'il va, enfin, à 3 semaines de Roland, ou ouais, à quelques semaines de Roland, il dit qu'il joue pas Roland, quoi.
Il dit qu'il rentre en Afrique, qu'il se barre, il est avec son meilleur pote. C'est au moment où, en fait, avec Philippe Chatrier, ils se prennent la tête après, c'était la Coupe des Grands Chelems. Il y avait, en fait, il joue cette compétition, il s'est super bien préparé, il a eu des bons résultats dans les gros tournois avant, et il joue cette compétition comme ça, un peu pour faire plaisir. Et La Coupe du Monde des Nations, je crois, à Düsseldorf, non, c'est ça? voilà, c'est ça, c'est ça. Et là, la France perd les deux premiers matchs, ça a lieu en Allemagne. La France perd les deux premiers matchs, et donc lui, il reste le troisième match, un match de classement. Et lui, il dit, bon, bah voilà, le match de classement, voilà, j'en ai pas grand-chose à foutre. Donc en fait, il rentre à Paris pour voir une copine. Et il dit, bah ouais, je serai pas là. Sauf que les Allemands, il jouait contre les Allemands en Allemagne pour ce match de classement. Et les Allemands programment le match sur le central quand même, parce que c'est Yannick, parce que c'est contre l'Allemagne. Et sauf que là, tout le monde le cherche et tout ça. Et à l'époque, cette compétition est gérée par l'ITF. Et donc, Philippe Chatrier, qui est à la fois à l'époque président de l'ITF et à la fois président de la Fédération française de tennis, se retrouve obligé, entre guillemets, de devoir suspendre Yannick. Alors que Yannick a une histoire voilà, assez dingue avec Philippe Chatrier, où c'est parce que Arthur Ashe a dit à Philippe Chatrier qu'il y avait un jeune Cameroun, enfin un Français qui était au Cameroun, c'est comme ça qu'Yannick est arrivé en France. Donc Yannick s'est senti un peu trahi par Philippe Chatrier, et là il se dit mais c'est pas possible quoi, je suis chez moi en France. Ils allaient le suspendre après Roland-Garros, donc il savait Mhm. qu'il pouvait jouer Roland-Garros, mais il n'était pas d'accord avec cette suspension possible. Et en fait, il dit, il a une soirée assez arrosée à quelques semaines de Roland avec un de ses potes, avec Moulineau. Et il dit à Moulineau, écoute, voilà, j'ai gagné tant d'argent. Moulineau était batteur. Et il dit, viens, on se barre avec cet argent, on rentre en Afrique et on va faire de la musique, quoi, et on joue pas Roland. Et Moulineau, qui était un peu son petit diable à l'époque, qui n'était pas le dernier pour sortir ou pour pousser Yannick dans ses excès, lui dit, bah, joue quand même Roland, et puis après, on partira en Afrique si tu veux, mais joue quand même Roland. Et donc, je crois qu'il a bien fait. Énorme. Lequel de ces potes, justement, Moulineau, Fitous, j'ai pas tous les noms là, t'as le, t'as le plus régalé et à quoi ils ressemblent, ces potos, quoi. Franchement, ils m'ont tous régalé à leur manière. Il y a aussi Michel Grache. Alors, je les ai un peu caractérisés parce que ce sont des personnages quasiment de fiction, où Michel Grache peut être un peu apparenté au philosophe, c'est-à-dire que lui qui a fait des études dans la bande et qui est fou de philosophie et notamment de Sioran, c'est lui qui a donné, à l'époque, a un peu ouvert Yannick à la littérature et aussi un certain humour, un peu pince sans rire, un peu l'humour, l'art de la punchline et du bon mot. Fitous qui était un peu le dandy, le playboy parisien qui, bah, lui, quand il sortait avec les plus belles femmes du monde à l'époque, qui étaient juste des mannequins qui commençaient leur carrière. Et donc voilà, à l'époque, il sortait avec Claudia Schiffer, Cindy Crawford, ces top modèles-là, mais qui à l'époque arrivaient juste à Paris pour faire carrière. Donc ça, c'est Alain, qui est aussi très touchant, et qui en plus a un fils qui joue bien au tennis, qui est dans les meilleurs 11-12 ans là en France, donc peut-être on entendra parler. Donc ça, c'est Alain, qui est voilà, un monsieur très élégant. Et puis Moulineau, qui est une espèce voilà, de petit diable, mais tellement sympathique, qui a une énergie folle, qui est un batteur qui a joué avec des grands artistes et c'est un rocker, quoi. C'est un gars assez ouf. Et donc, d'imaginer cette joyeuse bande, voilà, entre 20 et 30 ans et qui se marrent ensemble bah ouais, c'est vrai que ça a de la gueule, quoi, sur le papier. C'était Et, marrant.
C'était génial de les rencontrer et ils m'ont tous fait confiance, d'un pour raconter leur histoire. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'après la sortie du livre, ils m'ont tous mis un message en me disant, il y a grosso modo le message, c'est, il y en a eu des livres écrits sur notre pote, mais franchement, bah, t'as mis dans le mille, quoi. Donc c'était assez touchant. Bien Et joué. puis ça m'a permis aussi de raconter et de rencontrer Bertignac, Louis Bertignac, le guitariste et aussi un des chanteurs du groupe Téléphone à l'époque, parce que Yannick était assez proche de lui à l'époque. Hmm. Et donc, passé un moment assez dingue et assez hors du temps, 2 heures chez lui, dans sa maison, près de Fontainebleau, là-bas. Donc, c'était assez. Énorme. Vas-y, raconte, du coup, comment tu t'es senti là-bas? Écoute, t'arrives, tu te dis, bon, ouais, je vais rencontrer un artiste que j'admire. Et puis en fait, bah, ce genre de gars, déjà, quand tu leur dis de parler Yannick, bah, ils sont contents. Et puis il m'a accueilli, il m'a ouvert sa grande maison. Il faisait beau, c'était un jour, c'était le début de l'été. Et s'est posé dans son jardin et on s'est assis pendant 2 heures. On a parlé d'Yannick, de son amitié. Voilà, il a fumé clope sur clope. Et, Un athlète. et puis après il a sorti son ordinateur et puis il m'a montré des vieux films Super 8 du, de la quinzaine que raconte dans le livre où, en fait, après Roland-Garros, quand Yannick est suspendu, bah, il décide de se barrer avec ses meilleurs potes sur un bateau pendant 15 jours dans le sud de la France. Et Bertignac a des images de ça. Donc, Et Super 8, c'est quoi? C'est une caméra de l'époque, c'est quoi? ouais, c'est du film très, c'est un peu cramé, c'est très vieux, c'est de la bobine, quoi. C'est lui Et qui filmait ça? c'est lui qui filmait ça, exactement. Et les images doivent être bijoux, non? Ça doit être incroyable. Ouais, c'est un truc de dingue. Tu vois Yannick qui a fait les courses pour tout le monde. Sur le bateau, tu as Fitoussi, tu as les Paolo César, joueur du PSG, tu as Bertignac, voilà. Et en fait, ils ont fait une semaine, c'était enfin 15 jours assez dingue, je crois. Et contrairement à l'image de rocker qui fume club sur club dont on peut avoir de Louis Bertignac, lui, c'était le premier. Ils allaient tous faire la bringue jusqu'à 8 heures du mat. Et lui, il allait se coucher. C'était le Et premier qui se ouais, en levait fait, à 7 heures. c'était le premier debout sur le bateau parce que en fait, il aimait pêcher et il se disait, voilà, je suis peinard, les mecs ils sont en train de dormir, ils sont sortis tard ou ils ont et voilà. Et donc là, c'est le moment où je suis peinard et aussi pour sa défense, enfin ou pour voilà pour être complètement complet, c'est que lui sur le bateau, il était avec sa compagne de l'époque, donc il était Ah, vous pouvez pas faire nimp. voilà, moi en plein sortir. Et il disait quand même, bon, comme je me faisais chier, je pêchais. Pêchait et je jouais de la gratte et ouais. Non, Exact, exact, très très bon ça. Une autre rencontre incroyable, c'est Mats Wilander. Tu dis, je remercie Julien Cassaigne de me l'avoir livré sur un plateau à Phoenix. Qu'est-ce que tu ouais. faisais là-bas et comment il te l'a livré? C'est passé comment? Alors, comment, j'ai envie de dire, accident, un peu de vie. J'ai Nicolas Mahut et Fabrice Martin qui font équipe pour la tournée Indian Wells Miami. Donc, on est en 2022. Et voilà, c'était un moment, une époque où j'étais entre plusieurs projets. J'avais pile à ce moment-là quelques semaines de libre. Et puis on discute avec Nico Mahut. Et Nico me dit, bah, écoute, voilà, je m'associe avec Fabrice pour cette tournée-là. On cherche quelqu'un pour nous accompagner. Est-ce que ça te dit? Et moi, bah, j'avais pas rien à faire à l'époque et voilà, ça me disait bien sur le papier. Et puis, en plus, Indian Wells, je n'avais pas été, voilà, quand je coachais mon frère, j'avais jamais été. Puis ça me faisait plaisir de partir avec Nico et Fabrice, donc j'y suis allé. Et donc, ils jouent Indian Wells, ils perdent premier tour contre une très bonne équipe, contre Granollers Zeballos. Et donc, en fait, entre Indian Wells et Miami, pour les joueurs qui perdent tôt, il y a la possibilité ou non d'aller à Phoenix pour jouer un challenger au milieu. Et, euh,
Et Nico me demande, ben, voilà, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'on reste là s'entraîner? Je lui fais franchement, je crois que Miami, ça devait être 12 jours plus tard, 13 jours. Je dis, ça fait long, quoi, s'entraîner sur place, tout. Je dis, voilà, nous, on est à, je sais plus, on était à, je sais plus à combien d'heures de route on est entre Indian Wells et Phoenix. J'ai dit, moi, conduire aux États-Unis, j'adore ça, parce que j'ai fait 4 ans de fac, enfin voilà. Je conduis, on y va, on prend la route, on part tous les trois, on sera bien à Phoenix, voilà quoi. Et il fait OK, ils sont OK avec moi, donc voilà, on va jouer Phoenix. Et j'arrive à Phoenix. Il y a aussi donc Julien et Richard, Julien Cassen et Richard Gasquet qui sont là. Et puis, je sais pas, on arrive au club et là, on voit, en gros, il y avait une émission de radio qui allait se faire avec la radio locale et la présence de Mats Wilander, il est nommé au Tennis Hall of Fame de l'État de l'Arizona, tu vois. Et là, donc, Mats Wilander sera là demain et tout. Et là, je vais voir Julien. Moi, j'étais déjà en train d'écrire le livre. Et je Ouais. lui dis, je sais que Julien le connaît. Et je lui dis, bah voilà, est-ce que Mats, tu peux essayer de me l'avoir? Donc, on s'est retrouvé dans le clubhouse du Country Club de Phoenix avec Mats. Et on Incroyable. a discuté pendant 2 heures de, de tous ces moments-là, bah voilà, de son impact, de l'impact qu'a eu Yannick sur sa vie, de la finale, enfin voilà, quoi. Il dit d'ailleurs que Yannick l'a rendu un peu plus rock qu'il ne l'était lui à l'époque. Ça lui a fait plaisir quand Yann est parti vivre à New York. Ça lui donnait un pote sur place qui partageait les mêmes choses, qui comprenait son mode de vie. Qu'est-ce que tu gardes de l'essence de ce moment passé du coup avec Matt? En fait, il a deux choses. Il a l'impact il parle de cet impact assez dingue qu'a eu Yannick sur sa vie, c'est-à-dire ce côté. Encore une fois, il parle de cette urgence du moment présent, d'être vraiment là quand il se voit et tout ça. Et il y a une deuxième chose, il dit avec Yannick, on n'a pas besoin de s'appeler, on n'a pas besoin de s'envoyer des messages, on n'a pas besoin de, voilà, pour savoir que nous sommes amis et voilà. Et il me dit, en revanche, je sais que quand on se voit, ça va compter. Et d'ailleurs, avec ma femme, quand je lui dis, bah, il y a Yannick ce soir, j'hésite à aller dîner, parce que je sais que. Et ma femme me dit à chaque fois, non, non, vas-y. C'est toujours des moments précieux et tout ça. Donc ça, c'est assez touchant. Et puis ce qui est assez dingue, ce que Mats m'a raconté, c'est que donc, il perd la finale en 83 contre Yannick. Et en fait, il a le sentiment de ne pas avoir vécu cette finale. Il s'est passé un truc qu'il n'a pas compris et il se dit, je dois comprendre, je veux comprendre. Et pour mieux comprendre, il faut que je me renseigne sur où est-ce qu'il va faire la fête, ce qu'il va faire, parce que j'ai envie de l'observer. Hmm. Et donc, Matt se renseigne et arrive à savoir où Yannick va faire la fête. Et donc, il se retrouve au bar, seul à boire une bière, en regardant Yannick faire la fête avec ses potes, pour essayer voilà, de comprendre, essayer qu'on le renseigne sur ce qui vient de se passer. Donc ça, c'est assez dingue. Et effectivement, une fois que Yannick a déménagé à New York, parce qu'il en avait un peu marre de la France, c'est là où ils se sont vraiment rapprochés. Énorme. Il y a une anecdote énorme entre Sting et Mats Wilander. Mats qui est pareil, musicien, est devenu très très pote avec Sting. Et quand il a gagné Roland, il l'a gagné plusieurs fois d'ailleurs, Roland, non? Deux, trois fois, je sais plus. Trois fois? Ouais. Une des années où il gagne Roland, il offre son trophée à Sting, qui un jour à New York lui dit bah, passe chez moi, je fais une bringue pour un énième disque de d'or ou je sais pas quoi. Mats arrive là-bas et Sting lui dit bah tiens, là j'ai deux disques d'or, ceux-là je sais pas quoi en fout, je te les offre, prends-les. Et dans la cuisine, il s'aperçoit que le saladier de Roland, la coupe de Roland, sert de corbeille à fruits. Et à un moment donné où tout le monde fait la bringue et un peu vaseux, il se dit, putain, je peux pas laisser ça là. Il récupère les disques, il reprend son trophée et il rentre chez lui. Et hop, ça a trop duré. Je peux pas laisser des oranges dans ma coupe des mousquetaires, quoi. Improbable. Il y a une autre personne aussi, peut-être un peu moins connue, slash intouchable, mais non moins passionnée, Patrice Agelower. Ouais. Euh,
qui a dû te parler pendant des heures et des heures de cette période-là. Comment tu as réussi à synthétiser Agel qui, une fois lancé, est dur à arrêter? En fait, bien sûr, on laisse le dictaphone ouvert et on prend on prend sa passion et son amour de cette période, son amour pour le jeu, son amour pour ce sport. Et en fait, on essaye bien sûr de prendre ce qu'on veut dans le récit, ce dont on a besoin, parce qu'il apporte bien sûr des choses et des éclairages différents. Et puis surtout, on essaye de restituer cette passion et cet amour quoi, qu'il a pour notre sport. Mais c'est toujours intéressant, parce que tu vois, je raconte une histoire et grosso modo, j'ai dû avoir en tout une douzaine ou une quinzaine d'intervenants. Enfin, voilà. Et c'est marrant parce que tu vois les choses, bien sûr, qui coïncident, mais aussi tu vois que les gens, en fait, se font leur propre légende de leurs souvenirs. Ouais. Et tu vois, en fait, c'est assez touchant. Et surtout, enfin, ça rend encore plus humble, parce que, bien sûr, j'ai pas la prétention, j'avais pas la prétention de savoir exactement ce qui s'était passé. Mais en revanche, je voulais montrer aussi ces moments où ça pouvait un peu frotter et où on sait pas trop, voilà, où on va. C'est-à-dire que, Villander pense que, le nom de la boîte où ils étaient, où ils se sont retrouvés, c'est un tel endroit. Finalement, il y en a d'autres qui m'ont dit que c'était un autre endroit. Est-ce que c'est le même soir que la soirée dans la maison un peu en dehors de Paris? Ils restent tous un peu très vagues autour de cette soirée. Enfin, tu vois, il y a plein de choses comme ça, et ça, c'est assez mignon. Donc, pour revenir à Agel, c'est-à-dire que lui qui est dans la passion et peut-être dans le détail, et qui va passer pour te raconter ce qui s'est passé un jour, il va partir 5 ans en arrière parce qu'il a fait ça, du coup il y a eu ça et ça, bah c'est pas mal, tu vois, parce que du coup tu chemines aussi avec lui, et en tout cas c'est très touchant. Et Daniel Bombardier, t'as pas voulu la faire parler? Alors, j'ai voulu, mais en fait j'ai beaucoup parlé avec elle de façon, j'ai envie de dire, Informel. parce que Daniel est quelqu'un que j'affectionne, et qu'on connaît, mais que je connais depuis un bon bout de temps. Donc voilà, j'avais aussi pas mal de billes là-dessus. Et en revanche, c'est vrai elle aurait pu complètement avoir sa place dans le livre, ça c'est une certitude. Et les personnes de l'ombre, les spectateurs dont tu parles qui étaient dans le stade et le ramasseur, comment t'as fait pour les retrouver? Le ramasseur, en fait, alors c'est le ramasseur, Qui a aujourd'hui 53 ans. Gérard. Mathieu, qui est le frère d'une de mes très bonnes amies, en fait. D'accord. Ok. Voilà. Et quand il a eu vent du projet, enfin, il a eu vent du projet via cet ami. Et en fait, il avait été retrouvé par l'équipe Mag, qui avait fait un papier sur lui. En fait, ils avaient fait un papier sur ces témoins privilégiés de l'ombre. Et il était apparu, voilà, dedans. Et je l'ai vu après, et il m'avait apporté l'équipe Mac. Mais moi, ouais, je l'ai eu comme ça. J'ai eu le fils d'un des commentateurs qui était dans la cabine. Enfin, voilà. J'ai eu plein de choses comme ça. J'aurais voulu. C'est vrai qu'à l'époque, je sais pas si on se rend compte, mais il y avait qu'un commentateur, parce que Jean-Paul Lotte était Ah ouais. DT commentateur. Sauf que pour le match de Yannick, la finale, il est descendu, il était dans la tribune de la FFT. Et Hmm. donc, la finale de Roland-Garros où Yannick gagne, il n'y a qu'un commentateur. D'accord. Ah ouais, c'est improbable. C'était quoi ta routine d'écriture? Tu nous disais que tu étais à Phoenix, parfois coach, parfois sur d'autres projets, parfois à l'autre bout du monde, parfois à la campagne.
Est-ce Euh, que tu avais une régularité, un moment plus prolifique qu'un autre pendant tes journées? oui, alors, au début, on essaye de se mettre comment j'ai envie Une de dire, routine? une routine, et puis en fait, on se rend compte que ça vient quand ça vient. Donc voilà, le matin est quand même assez. Je me lève tôt, le matin est quand même assez. C'est un moment assez, je trouve, propice pour l'écriture. Je trouve qu'on est assez frais et voilà. Surtout enfin, par exemple, premier livre, j'ai fait beaucoup de nuits blanches. Ça, c'était, ouais, la nuit, c'était assez, c'était à ce moment-là que j'écrivais. Mais celui-là, c'était assez. En fait, étant donné que j'avais un flux constant de témoignages et tout ça, il y avait toujours des choses à faire, à regarder, à reprendre, à écrire. Donc ça a été assez régulier. Puis il y a aussi un éditeur qui est là pour mettre la pression, et puis pour enrichir tes propos, ton écriture. Ouais, c'était un vrai bonheur de travailler avec Flammarion là-dessus, hein. Tu as commencé en quoi, un an avant, à peu près? Un an et demi? Commencé, ouais, un an et demi, je dirais. On est sorti donc mai 2023, fin avril 2023. J'ai commencé vraiment, je dirais, fin 2021, ouais. Et t'étais dans le jus complet pour le rendre ou ça allait, t'étais dans les temps? Un peu dans le jus, un peu dans le jus, parce qu'il y a une deadline pour ce genre de projet-là, parce qu'il fallait sortir absolument avant Roland-Garros et une certaine semaine, et voilà. Mais sinon, un peu dans le jeu à la fin, ouais. Mais c'était le pareil comme avec Plomb aussi, on avait fait le choix de sortir avant Roland-Garros, c'était pareil. C'est le problème des livres un peu où voilà, il y a une fenêtre de sortie parce que d'un point de vue marketing, c'est mieux. C'est vrai que ça c'est pas très agréable d'avoir une deadline pour écrire un livre, je trouve. Et comment t'as fait pour t'y retrouver entre tous ces intervenants, toutes ces notes, établir ta chronologie, tout ça? J'avais vraiment, en fait, j'avais vraiment écrit la timeline du récit, ce qui s'est passé. Voilà, j'avais les faits un peu historiques. Et puis, cette structure assez claire qui était de parler, d'insérer les témoignages des témoins privilégiés entre chaque match. Parce que sur chaque match, je trouvais des anecdotes et tout ça. Mhm. Donc, dans la structure, ça a été assez clair. Et puis, je voulais restituer leur verbe, quoi. Parce que Fitous parle d'une certaine manière, Moulineau parle d'une certaine manière. Enfin, voilà, ils ont un vrai verbe de l'époque qui est génial, quoi. Et une vraie, ouais, on n'est pas loin on n'est pas loin d'Audiard de temps en temps dans les répliques, ouais. Énorme. Et lorsque Flammarion t'aiguille pour reprendre des passages, développer ou quoi, est-ce que t'as pris quelques claques en disant, putain, les mecs sont forts quand même, c'est leur métier, ils savent de quoi ils parlent? Bien sûr, Ouais, c'est bien sûr. Et puis, quand on écrit, on a tendance un peu à trop écrire. ouais. Donc, ça coupe, ça resserre et c'est un vrai travail d'équipe d'écrire un livre. Alors, bien sûr, voilà, le temps, l'idée, ça vient d'une ou plusieurs personnes, mais non, non, un vrai travail d'éditeur, d'avoir la clairvoyance de dire, bah là, c'est trop long, là, je Hmm. mettrai ça là, on réagence, on redit ça, parfois on n'est pas d'accord, parfois c'est eux qui lâchent, parfois c'est moi qui lâche, parfois, enfin voilà. Non, non, ça a été vraiment un super travail avec Guillaume Robert chez Flammarion, ouais. Je sais plus quel écrivain américain qui a sorti plus de 80 livres, mais un mec ultra prolifique, ça va me Mhm. revenir, qui a sorti un livre sur sa manière justement d'écrire, tu vois, des leçons un peu qu'il tire d'écriture. Il disait V2, enfin, version finale du livre, égale V1 moins 30% de la V1, quoi, tu vois. En gros, tu t'écrèmes, t'écrèmes, Ouais, t'écrèmes, quoi.
Bah ouais, ouais, je sais pas, moi, j'aime bien écouter des interviews des gens créatifs et des écrivains. Là, j'ai écouté une interview de Nicolas Mathieu, qui est un super, j'aime beaucoup ses romans. Et lui, il essaye d'écrire 1000 à 1500 mots par jour. Ouais. Et puis, il essaye aussi de relire 30 ou 40 pages par jour Hmm. qu'il a écrit. Donc, il reprend, enfin voilà. Et ça, c'est vrai que c'est une gymnastique. Alors, déjà, il faut avoir le temps. Mais oui, après, je trouve que les mécanismes d'écriture, enfin, c'est un peu chacun son petit bordel, quoi. Comme tu dis, il faut avoir le temps. Et ce gars-là dont je te parle, j'ai plus son nom, mais c'est son métier. Il gagne très très bien sa vie. Et C'est un- certaines journées, bah, il a sa routine d'écriture comme un athlète qui va s'entraîner. Et parfois, quand t'as pas l'inspi, il disait, voilà, tu couches 500, 1000 mots qui veulent rien dire. Et d'un coup, boum, ça vient. Toi, du coup, comme c'est pas forcément ton métier d'être écrivain, que tu gagnes pas nécessairement de l'argent sur un projet comme ce livre qui est génial, qui se dévore, qui te donne de la matière, comme des moments avec des moments suspendus avec Louis Bertignac, Yann ou autre Mats Wilander. Euh, le fait que tu gagnes pas nécessairement d'argent là-dessus. Est-ce que d'ailleurs, tu en as gagné un petit peu? Mais Oui, oui, qu'est-ce que t'en tires au-delà de ça? Parce que c'est, je sais pas, tu as mis 1 an et demi et tu peux pas parier ton loyer parisien sur l'écriture de ce livre, quoi. non, non, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'on en tire? Alors, on en tire déjà. Enfin, d'écrire, de raconter des histoires, quand j'ai arrêté de jouer au tennis, ça a été mon rêve. Mon premier rêve, c'était d'être un champion de tennis. J'y suis pas arrivé. En revanche, ce qui a été fantastique pour moi après, c'est parce que je sais pas, j'avais cette fibre-là après et tout ça. C'est que j'ai eu d'autres rêves et écrire des livres, raconter des histoires, ça en faisait partie. Donc, d'aujourd'hui, vivre de ça, écrire des livres, bien sûr, mais c'est pas ça qui me fait gagner ma vie tout le temps, voilà, mais ça y contribue. Ça en fait, de réaliser ce rêve-là, d'avoir mon nom sur des couvertures de livres, voilà, on fait pas ça pour ça, mais c'est une petite fierté supplémentaire. De travailler avec des magnifiques maisons comme Plon ou Flammarion, c'est un bonheur et un privilège. De porter ces projets-là, c'est ce que j'aime faire. Voilà, donc ça c'est une première chose et j'en tire voilà. Et puis ça, ce que je veux dire, c'est que on s'en rend compte et c'est en ça qu'après tu retrouves des choses que tu as vécues, que moi j'ai vécues quand je jouais, c'est-à-dire quand tu gagnes ou quand tu perds un tournoi, un match, un truc qui est important, qui est gros. Bah, si tu gagnes, bah, tu te rends compte que oui, le bonheur est assez éphémère et que tu es très vite sur le truc d'après. Et si tu perds, tu te rends compte que la déception est assez éphémère et que tu te reconcentres sur le truc d'après. Bah, là, c'est un peu la même chose en fait. C'est Hmm. un peu, c'est un peu une quête qui est infinie. C'est-à-dire que tu finis un livre comme ça, mais quand il sortait, tu t'es même pas, tu célèbres même pas la sortie. Tu es déjà sur les choses d'après, sur les projets d'après. Et c'est comme ça, en fait. Hmm. Enfin, voilà. Et ça, je suis assez OK avec ça, j'en ai fait mon affaire. Tu disais qu'il s'était vendu à 5000 exemplaires à peu près, c'est ça? Oui, ou un peu moins, on est en 3 et 5 000, j'ai pas les chiffres exacts. Et t'es Euh, payé comment là-dessus? Ça marche comment? T'es payé en ce qu'on appelle un avaloir, c'est-à-dire que la maison d'édition te donne une certaine somme d'argent. En fait, t'as un accord sur le pourcentage des ventes, à partir d'un certain nombre de ventes. C'est-à-dire que si la somme d'argent que l'éditeur t'a donnée, elle est compensée par les ventes et après ça dépasse, bah, tu prends ce qui dépasse.
En Mhm. revanche, si les ventes ne compensent pas ton avaloir, t'as pas à le rendre et ça restera le prix enfin, le coût que tu as touché pour l'écriture du livre. Tu disais que tu avais réalisé un documentaire avec Amazon Prime sur Roger et Rafa. On pourrait faire un épisode. Sur la rivalité Nadal-Djokovic à Roland-Garros. Ah, Nadal Joko, pardon. On pourrait faire un épisode dédié à ça aussi, mais en... à quelle mesure tu prends peut-être plus de plaisir avec l'un, avec l'autre, à travailler format plus numérique versus format papier? Comment ça marche à l'intérieur de toi, ça? Euh, alors, c'est très différent. C'est le film Nadal-Djokovic, on l'a fait en. Ça a été un sprint. Ah Ça a ouais, été un sprint de. Pareil, il fallait sortir pour Roland-Garros. Ça a été un sprint de 3 mois et demi, 4 mois. L'écriture, en fait, le côté agréable du livre, c'est que tu as une espèce de projet au long cours tu vois, qui te nourrit et qui est là et qui te suit pendant une période longue. Et ça, c'est assez agréable. Le documentaire a été, ouais, c'était un peu plus un sprint. Mais c'est deux énergies différentes, c'est deux trucs différents. C'est assez. Mais oui, je pourrais pas dire ce qui est le mieux ou pas. C'est différent. Mais t'as les deux sont cool, ouais, t'as été effectivement. amené à les interviewer les deux, à les côtoyer un peu, à passer un peu de temps avec eux ou Alors, comment c'est? non, ça a été un peu, ça a été compliqué de les avoir parce qu'ils ont l'un et l'autre déjà des choses dealées. Il y a un temps qui est vraiment pas. Voilà, ils sont pas du tout dispo pour. Et puis je pense qu'on est dans des deals, voilà, vraiment où les mecs négocient des filles d'entrée assez mirobolants. Hmm, Donc, voilà, et donc c'est bien sûr qu'on aurait aimé les avoir dans le film. Et on a été en contact avec les deux clans et voilà. Mais en revanche, c'était bien aussi de faire parler un peu les gens de leur entourage, des grands témoins, et puis de revenir aussi voilà, sur ces 10 confrontations qu'ils ont eues à Roland, qui sont assez ouf, quoi. Donc ça, c'était assez. incroyable. Et concrètement, tu gagnes beaucoup mieux ta vie avec un documentaire diffusé sur Amazon qu'un livre? Oui, 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 c'est bien mieux, bien sûr. Mais enfin, oui, c'est plus. Mais ça dépend aussi si le livre marche Ouais. énormément. C'est quelque chose Si tu pouvais coacher le Antoine avant le bouquin, le dictionnaire amoureux et celui avec Yannick, en lui disant, fais gaffe, mec, à toutes ces erreurs que tu vas faire, ce serait lesquelles que tu reproduirais pas? lesquels je reproduirai pas, c'est de penser que tu as le temps, en fait. Ok. Tu te dis, bon, voilà. Et ça, du coup, ça, j'ai bien appris. C'est quoi être plus régulier du coup dans ton... Et puis surtout, parfois, tu te dis, oui, mais ça, en fait, je l'ai en tête, je sais, et je vois très bien, je vais l'écrire à ce moment-là, et voilà. Et Cool. en fait, il faut le faire tout de suite. Ouais. Il y a des choses comme ça. Parce que tu oublies. Parce que parfois tu oublies, parce que parfois dans l'énergie du moment, tu as vraiment trouvé le truc et en fait, quand tu te remets dedans, tu dis putain merde, je l'ai plus. Bon, voilà, donc tu noter tout de suite aussi, ça c'est vachement important. Ouais, Euh, donc tu vois, mais noter là, dans mon téléphone, j'ai 1000 notes, enfin tu vois, il y a enfin, voilà. Ça, c'est vachement important parce que quand tu les ressors et tout, tu retrouves vraiment ce que tu t'es dit à ce moment-là et tout ça. Et ça, c'est cool. C'est pour ça que pour tout le monde, et je le vois bien quand j'ai demandé aux gens de se plonger dans leurs souvenirs, le bonheur d'écrire enfin, l'utilité d'écrire un journal, c'est pas mal parce on écrit vraiment ce qui se passe et ce dont on ressent maintenant et ouais. et pas le souvenir qu'on a d'un moment. Donc ça, voilà, ça c'est un truc. Du coup, depuis, tu as un journal intime? J'ai un journal intime, ouais, je tiens, enfin, mais pareil, j'ai pas de, je me mets pas la pression de écrire tous les jours là-dedans, mais Ouais, ouais, j'ai un endroit où
où je mets des pensées, des histoires, des idées, voilà. Sympa. Tu étais du coup joueur, puis coach. Aujourd'hui, t'as une boîte de prod et tu fais des projets divers et variés, pas forcément en contact au tennis. Est-ce que cet univers, à un moment donné, t'a saoulé? Est-ce que tu es bien à distance? C'est quoi Ouais. ton ressenti là-dessus? J'aimerais pas passer pour un. Si, j'adore y être, j'aime, j'aimerais profondément ça toute ma vie. Mais c'est vrai que à un moment, c'est pas mal. Mais parce qu'il y a aussi d'autres envies et voilà, d'autres. Mais je suis toujours, voilà, je suis toujours ce qui se passe. Je suis très au fait de l'actualité. Je suis très au fait, voilà, de par mon réseau, mes connaissances. Et voilà, je travaille et puis je travaille énormément avec la Fédération française de tennis en production de contenu. Je travaille, enfin voilà, je suis toujours là, quoi. Je travaille, je suis toujours consultant de temps en temps. Je fais toujours des, voilà, des petites. Et j'étais 3 ans consultant pour Amazon pendant Roland. J'ai donc T'as arrêté ça? C'est fini? voilà, on est en train de voir, mais il se peut qu'effectivement, là, cette année, ce soit un peu plus différent parce qu'en plus, il y a plus qu'un match le soir. Donc, D'accord. voilà, l'équipe est Il vraiment réduite. réduite. Ouais. Voilà, mais il y a d'autres façons aussi de traiter du tennis pendant Roland. Donc, j'y serai quoi qu'il. Je travaille beaucoup avec Lacoste qui est très investi dans le tennis, comme tu le sais. Enfin, voilà, je produis et réalise une web-série Rêve sur les jeunes qui s'entraînent au CNE. Et puis, j'ai des projets de documentaires avec des joueurs. Enfin, voilà, je lâche pas ça. Mais ouais, c'est aussi intéressant d'aller voir ailleurs de Où temps est-ce que en temps. tu prends ton kiff aujourd'hui, en dehors de ce microcosme, du coup ouais, Là, j'ai un projet autour des Jeux Olympiques qui est très très kiffant. Je peux pas en dire plus, mais c'est dingue. Je prends énormément de plaisir avec ma boîte de prod, voilà, et avec mon associé, donc, on est associé dans Baseline Studio. On prend énormément de plaisir à raconter les histoires de nos clients ou de créer des choses pour des médias. Ou, voilà, ça c'est cool. J'écris quasiment tous les jours pour ça. Je progresse toujours pour ça. Tu vois, enfin, voilà, c'est très enrichissant. Donc, franchement, j'ai de la chance de ça. Et puis, et je garde ce pied dans le tennis bon, toujours beaucoup de copains qui y sont. Et puis de temps en temps, j'y retourne avec plaisir. et tu filmes toi-même ou t'as des équipes? Tu Alors, tu montes aussi? je filme. Il y a certains projets, là, le projet que je réalise autour des Jeux Olympiques, c'est moi qui cadre, je suis en immersion. Et parfois, je fais travailler des vidéastes, des réals, des chefs-op, des photographes. Voilà. Je mets les mains dans le montage de temps en temps, mais faut aussi savoir s'entourer de gens qui sont meilleurs que soi dans ces domaines-là, parce que c'est très important. Ça enrichit en plus les contenus que tu fais, je trouve. Mais d'avoir des notions dans ces domaines-là pour pouvoir faire ce métier-là, c'est obligatoire, quoi. Yes. Tu vois. T'avais eu un accident de scoot, c'est bon ça? T'es remis Ouais, 100%? ah, ouais, c'était il y a 1 an et demi. Ouais, on était sur une triple fracture du fémur, donc un truc bien. Vache. Et Ouais. écoute, c'est remis, tout est remis droit. Maintenant, il faut que le corps se remette droit. Donc là, il y a du chemin à faire parce qu'on vieillit, on prend du poids. Qu'est-ce que je te dis? C'est On fume compliqué. des 15. Voilà, on rejoue au tennis un peu de temps, on essaie de jouer une fois par semaine. Bien sûr, on joue un peu au padel. Enfin, il y a tout ça, quoi. Énorme.
Pour terminer, deux, trois questions de fin. Est-ce que tu aurais une reco dernièrement, une découverte, une série, un film à absolument regarder? Une reco, un film. Je vais pas être très original. Je suis tombé sur la série The Bear, qui est sur Disney+, qui est Ok, sur un cuisinier. Le mec est partout en ce moment. Il pub Calvin Klein et tout. Nouvelle gueule. ok, Assez sympa. Et bah, les films là, qui sont un peu primés au César, Anatomie d'une chute, Le règne animal, ça c'est fantastique aussi. yes. Non, c'est Euh, bien. de quoi? Ouais, ouais, ça c'est déjà bien. Je sais pas si tu Un- les as non, un podcast? vus. Un podcast, l'interview dont j'ai parlé de Nicolas Mathieu, c'est sur France Culture, sur la façon d'écrire et tout ça. J'ai trouvé ça assez dingue. C'est très intéressant, très intéressant. Il vulgarise un peu le métier d'écrivain. J'ai trouvé ça très, très beau. Voilà. Un livre? Un livre, c'est quoi le livre que je suis en train de lire qui est pas mal du tout? C'est Panorama de Lilya Hassen. Voilà, c'est un roman qui est sorti il y a un petit bout de temps l'an dernier. Ouais. Mais, voilà, je suis en train de le lire et c'est très bien. C'est sur une société dans le futur où en fait, euh, les gouvernements ont décidé de faire des maisons qu'avec des murs translucides. Parce que en partant du principe bah, que si on est un bon citoyen, on n'a rien à cacher. Et donc, on peut voir ce qui se passe chez les gens. Donc voilà, et quelle est la perversité de ce monde-là. Et il y a un meurtre à l'intérieur, il y a une enquête policière. Donc non, c'est bien fait. Il y a un concert que tu allé voir récemment que t'as bien kiffé? Concert que j'ai vu récemment, c'est le dernier concert. Le dernier concert que je suis allé voir, c'est Starmania. Ils ont refait, tu vois, ils ont ressorti Starmania. C'était la scène musicale. C'était très très bien, mais c'est une Madeleine de Proust pour moi parce que c'est le premier concert que je suis allé voir de ma vie au parc des expositions de Bourg-en-Bresse avec ma maman quand j'étais tout petit. Donc là, Génial. quand ils ont ressorti, j'étais obligé d'y aller. Bon voilà. Et puis, je vais voir mon ami Cyril Mokayesh, ancien joueur de tennis et chanteur maintenant, à chaque fois que je peux. Donc voilà. Trop bien. Une destination que tu aimerais découvrir? Destination que j'aimerais découvrir. Alors, il paraît qu'il y a une île, c'est l'île de Fayal, c'est les Açores portugais, je crois, portugaises. Ok. Et il paraît que c'est une île magnifique et qu'il faut aller, si le monde va très très mal, il faut aller se réfugier là-bas donc île volcanique, donc on est milieu de l'Atlantique. Île volcanique, donc sol très fertile, donc tout pousse là-bas. Des mangues, des fruits, enfin tout ce que tu veux, tous les légumes que tu veux et tout. Et il paraît que c'est une île un peu de pirates, tu vois, historiquement, donc il paraît que c'est assez sympa et tout. Donc voilà, je pense que ça va être dans mes prochaines destinations. Pas bon ça. Plus Voilà. entre potes ou avec ta meuf? Alors, bah, entre potes, parce que avec ta meuf, pour répondre oui à cette question, il faut avoir une meuf. Ah, ah, l'appel est passé. Très bien. Tu nous as parlé d'un rêve, tu m'as dit à l'époque, le circuit c'était mon rêve, ensuite ça c'était mon rêve. Aujourd'hui, c'est quoi un rêve que tu as envie Un d'aller chercher? rêve d'aller chercher, c'est euh, c'est le prochain gros rêve, c'est de faire une fiction. Voilà. Ok. C'est de réaliser ou produire, d'aller Court dans ce métrage, long métrage? le long métrage. Ouais. Ouais, ouais, mais en revanche, il faudra peut-être passer par le court métrage, mais voilà. On va déjà passer par la réalisation des projets de cette année. Yes. Une belle première étape. Et puis après, on va essayer d'y aller. Ouais, ouais, voilà, c'est ce que j'aime, c'est ce qui m'anime, c'est ce qui. Ouais. Énorme. Allez, vamos, mec. Une dernière fois la couve du livre. Merci d'avoir pris le temps de nous en parler, nous avoir fait voyager pendant cette heure passée ensemble. Et puis, on se croise peut-être à Roland. Avec plaisir. Merci, Max. Allez, à bientôt, Antoine. Ciao, ciao.
Merci d'avoir écouté cet épisode avec Antoine. Mettez un commentaire pour nous dire ce que vous en avez pensé et un like. Ça nous aide énormément. Un autre truc hyper important, c'est de vous abonner à la chaîne YouTube, Spotify ou peu importe où vous écoutez, regardez. C'est un tout petit clic de votre côté, mais nous, ça nous aide pour vivre de notre contenu par la suite. Alors par avance, un grand merci de faire cette toute petite étape qui nous aide considérablement. Et pour continuer à vous régaler chaque semaine avec des pépites du circuit, on a aussi besoin de votre soutien par ailleurs. Vous pouvez rejoindre la communauté Tennis Légende où pour 5 € par mois, c'est environ le prix d'une boîte de balles. On vous donne accès à des interviews exclusives qu'on ne publie pas ailleurs, des débriefs de matchs de joueurs pros, des compléments d'interviews, des échanges avec des coachs. Tout ça est privé et uniquement accessible en rejoignant la communauté Tennis Légende et donc en soutenant au passage le podcast. Ça nous permet de continuer à t'offrir du contenu de qualité chaque semaine. Chaque épisode, c'est environ entre 5 et 10 heures de travail. Et toi, ça te permet de progresser avec des conseils d'experts, donc fonce. Le lien est dans la description de l'épisode et encore un immense merci. Pensez au bouche à oreille. Envoyez l'épisode à des potes qui seront ravis de découvrir notre contenu. Et si vous avez des idées, envoyez-moi un mail à max@tennislegende.fr ou alors sur LinkedIn, voire Insta, Max Zamora, Z-A-M-O-R-A. Je réponds à tout le monde. Sachez aussi que j'ai créé un nouveau podcast avec ma pote Alexia. Il s'appelle Coup de cœur. Et on reçoit des gens qui viennent nous raconter des histoires d'amour. Vous commencez à me connaître. J'adore les histoires humaines, les rencontres et apprendre à travers tout ça. C'est aussi sur Spotify ou Apple Podcast. Foncez passer une tête. Et pareil, laissez un petit commentaire, ça me fera plaisir. J'espère sincèrement en tout cas que l'épisode de la semaine vous a régalé. Je vous souhaite de prendre beaucoup de plaisir sur et en dehors du cours. Prenez soin de vous et à très vite. Et ciao.